Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi 4 juillet de l'an 2026, pour lequel j'ai convié en plateau Karim Goundi qui sera face à Georges Anagonou, tous deux acteurs politiques. Notez d'entrée de jeu que Karim Goundi est proche du parti politique Les Démocrates et Georges Anagonou proche du parti politique Bloc Républicain. On note également que Georges Anagonou est socio-anthropologue, analyste politique, également chef de la cellule de communication, notamment du Centre national de sécurité routière CNSR. Chers amis internautes, cette semaine, on parlera des sujets qui ont fait l'actualité, notamment les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana. On en parlera avec les dégâts notés et on fera une juxtaposition des situations, notamment de la sous-région sur celle du Bénin. On parlera sans nul doute de l'incident qui a eu lieu le week-end dernier, notamment à Lokossa, qui oppose Togbe Yedi et Bertin Kovi, une séance de prière organisée au profit de la nation béninoise et de la réussite du mandat du président Kossim Boueke Romuald Wadaï défraie la chronique et continue de susciter commentaires et analyses. On essaiera de décrypter les faits des uns et des autres. Mais avant, chers amis internautes, on aura à effectuer des commentaires également sur les nominations qui ont été prononcées cette semaine, notamment le mercredi 1er juillet dernier, en Conseil des ministres de ce mois, les nominations qui ont été prononcées au niveau du Sénat, également au niveau du Conseil économique et social. On parlera également de la réouverture de la frontière depuis le dépôt, notamment du rapport de la commission mixte qui a travaillé sur les conditions pour la réouverture des frontières entre le Bénin et le Niger. Depuis plus rien le filtre, on essaiera d'analyser les enjeux qui y concourent et on parlera sans nul doute du Sénégal, puisque le Sénégal est au cœur des attentions de tout passionné de l'actualité politique sous-régionale. Une réforme constitutionnelle est en débat là-bas, notamment à Dakar, laquelle, selon certains observateurs politiques, met au banc des accusés un duel entre l'exécutif et le législatif, pour ne pas dire entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Avant de retrouver mes invités, chers amis internautes, la rengaine, vous la connaissez si bien, je vous invite à suivre cette capsule vidéo et puis on revient pour le décryptage proprement dit. Le décryptage du jour, comme je l'ai annoncé dans le sommaire de cette émission, Karim Goundi, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir immense de vous avoir ce matin sur ce plateau. Moi aussi, c'est un grand plaisir d'être sur votre plateau. Merci pour la disponibilité. Merci également à vous, Georges Anagonou, par ces moments de grande préoccupation à gauche et là sollicité, notamment pour des missions républicaines. Merci pour le sacrifice d'être là ce matin. Bonjour Kader, bonjour aux internautes, bonjour à vos vis-à-vis. Oui, c'est pas facile d'être là. Vous savez, ça fait depuis que ça a commencé au pont de Djonou, je ne suis plus arrivé en ville. Je suis toujours dans l'eau là-bas avec la police pour passer notre ministre. Et le ministre de cadre de ville nous a demandé d'aller assister la police dans ces conditions-là. Et c'est notre rôle d'ailleurs. Donc ce matin, en passant par là, ça n'a pas été facile pour moi de laisser ce que nous avons posté sur la route juste pour venir répondre aussi à cette mission républicaine. Et peut-être après ça, je retourne encore dans l'eau. On va en parler tout à l'heure, mais la première interrogation, puisqu'on va aller très vite, parce que les sujets à aborder sont assez nombreux, ils sont au total au nombre de 5. Wow. Il y a eu des nominations en Conseil des ministres ce mois, Karim Goundi, des nominations au niveau du Sénat et du Conseil économique et social. Pour l'acteur politique que vous êtes, quel est le décryptage que vous faites de ces différentes nominations qui ont été prononcées? Merci beaucoup, merci aux internautes. Je voudrais dire simplement que par rapport au Conseil économique et social, je n'ai pas grand-chose à dire. Tout ce que je trouve, c'est que c'est un Conseil économique et social, une nouvelle version, et certainement que ce Conseil économique et social va être plus proche des populations, parce que c'est une institution qui doit être proche des populations. Au niveau de cette institution, je trouve que bon, c'est pas mal, c'est bien. Mais au niveau du Sénat, il faut reconnaître quand même qu'il y a une nomination qui a retenu mon attention, celle de M. Paul Humpé. Bon, je me suis dit, quand j'ai vu la nomination, je me suis dit, bon, il y a cela, je pense, un mois et demi par là, il était opposé à un candidat pour l'élection présidentielle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que son programme d'action du gouvernement n'est pas le même que celui avec qui... Ses ambitions pour le Bénin. Ses ambitions pour le Bénin ne sont pas les mêmes que celui qui était en face. Bon, et subitement que je le trouve d'abord candidat malheureux et après
qu'il accepte, qu'il retrouve son nom dans les nominations, ça veut dire que quelque part, bon, c'est le seul hic que moi j'ai. Est-ce que c'est pas peut-être pour faire, contenter le besoin de l'unité nationale au sein de cette institution nationale? Non, vous savez, les enfants nous regardent lorsque vous vous opposez à une candidature, vous vous opposez à une vision de la gestion des affaires publiques. En temps normal, vous ne devez pas accepter certaines nominations. Ça veut dire que c'est comme si vous étiez dans le programme de l'autre, c'est comme s'il y a eu quelque chose qui, le peuple, c'est comme si le peuple a été un peu floué. Bon, c'est ce que j'ai compris. À part ça, l'homme lui-même, je n'ai pas de problème avec lui-même en personne. Il est un Béninois. S'il a une compétence, si le chef d'État trouve qu'il a une compétence, il peut être utile pour la nation, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas bien pour... À ce niveau, ça pose un problème de bienséance à votre niveau. Oui, bien sûr. Est-ce que ça pose également un problème de bienséance à votre niveau, Georges Anagonu? Malheureusement, non. Non, je voudrais dire que amener Paul Houmpouet au Sénat, il faut reconnaître qu'à plusieurs reprises, lorsque notre démocratie a failli trébucher, que Paul Houmpouet a été là, même si on peut qualifier sa candidature je ne veux pas aller là, j'avais dit ce que j'en pensais dans le temps, mais après, rien que pour ça, pour avoir joué à ça, quelqu'un disait qu'il a été la risée de tout le monde, il a été accusé de tout. Mauvais opposant, pas vrai opposant, mi-opposant, mi-mouvancier, et finalement qu'il puisse atterrir là. Moi, je dis ce qu'il a fait et ce qui a permis de maintenir notre démocratie debout, dans ce sens-là, qu'on l'amène là, donne aussi le sens qu'on veut que tout soit représenté à ce niveau-là. Oui, justement, vous dites qu'il a permis à la démocratie béninoise d'être debout. Tout à l'heure, lorsqu'on écoute Karim Goundi, on déduit un peu de ses propos qu'on soupçonne que Paul Houmpouet aurait été dans un rôle. Il y a d'autres analyses et commentateurs qui estiment que le fait qu'il ait été opposant au régime de Patrice Talon, dénoncer la gouvernance de Patrice Talon, il a été candidat face à Romuald Wadaï, et qu'il ait démissionné quelques instants juste avant cette nomination. Est-ce que ce n'était pas prémédité tout ceci? Non, moi j'avais déjà dit... Il y a des soupçons en fait. Non, quand il avait démissionné, moi j'avais dit que oui, que son atterrissage sera le Sénat. Ça, je savais ça. Et comment ça, vous l'avez su? Oui, non, mais attendez. Comment vous avez fait cette déduction, vous? Parce que c'était dit déjà au départ que... Qui? Non, écoutez, pour être membre du Sénat, qu'il ne fallait pas être responsable de parti politique. D'accord? Ça, c'était connu à l'avance. Et donc, on voulait que ceux qui vont partir au Sénat se détachent un peu de la politique quotidienne et pouvoir prendre la hauteur pour apprécier tout ce qu'on devra leur soumettre. Et là, on l'appelle la cour des sages. La cour des sages, et d'ailleurs peut-être, on reviendra là-dessus, quand on voit toutes les nominations qui sont faites au niveau du Sénat, on voit que vraiment c'est la cour des sages. C'est les sages qui y sont. Heureusement que les sages ont fait un clin d'œil à deux jeunes, c'est-à-dire Paul Houmpouet et Charles Tokor, pour pouvoir être parmi eux, pour parfois leur annoncer quelle est la réalité. Parce que quand on a leur âge, on est un peu décollé. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait pu avoir plus jeune que ces deux-là? Oui, c'est possible. C'est possible. Mais vous savez pourquoi je n'aime pas apprécier les nominations? Je vous l'ai dit plusieurs fois ici. Ce n'est pas moi qui ai fait les nominations. Donc, vous n'avez pas connaissance des critères. Je ne sais pas sur quels critères celui qui a fait les nominations s'est basé pour faire sa nomination. Mais ce que je peux imaginer, c'est qu'il a essayé de placer des gens qui, selon lui, vont lui permettre d'atteindre les objectifs fixés. Et donc, ce n'est pas seulement le président de la République qui a choisi les gens pour le Sénat. Il y a aussi l'Assemblée nationale qui a choisi des gens pour le Sénat. Et donc, on peut dire que tel que nous avons envisagé notre Sénat, qui sera vraiment coup des sages. Et quand on regarde les nominations qui ont été faites, les personnalités qui sont appelées à siéger dans ce Sénat-là, on peut dire qu'on a la cour des sages. Seulement, moi, je dis souvent que nous sommes dans une population où la jeunesse est écrasante. Et donc, ça devait se faire sentir dans les institutions. Et puis après, il ne faut pas que ça donne l'impression on a casé les gens.
Si ça donne l'impression on a cassé les gens, c'est là où le bas blesse. Vous pensez qu'on a cassé les gens? Non, mais même lorsque vous allez vous retrouver au niveau du Conseil économique et social, vous allez comprendre que justement, tout le monde est revenu. Tout le monde est revenu. Et donc il peut y avoir débat à ce niveau-là. Je reviens par rapport à ça. La question que je m'avais posée à Karim Gouni, c'est de savoir quelles ont été ses émotions lorsqu'il a appris les nominations d'anciens compagnons de lutte, tels que Guido Soumitoko et Patrick Djivo. Mais non, mais c'est des Béninois comme tout le monde. Moi, je n'ai pas eu une impression particulière. Ce que je voudrais dire simplement par rapport au Sénat, c'est que ceux qui ont entrepris cette réforme, certainement nous ont dit, sont en train de passer message, sont en train de dire, bon, depuis 1990, on a vu comment l'État fonctionnait. Certainement, ils ont fait, c'est des gens d'expérience. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été ministres, qui ont été présidents de la République, qui sont dans l'arène politique depuis 1990. Certainement, ils se sont dit, bon, depuis 1990, le fonctionnement de l'État, il y a certains problèmes. Proposons une institution comme le Sénat. Et bon, pour qu'elle serve de tampon. Pour qu'elle serve de tampon. Et on va faire cette expérience-là. Et lorsqu'on propose, je n'aime pas trop me prononcer sur des réformes, sur des trucs, parce que quand même, c'est des réflexions que les gens ont eu à faire. Et comme l'a dit tout à l'heure M. Jordan Agonou, moi, je n'aime pas aussi trop me prononcer sur certaines nominations, sur certaines réformes, parce que ceux qui ont fait les réformes ont plus eu le temps de penser, de vivre la chose, de penser, de voir que, bon, voilà. Mais tout à l'heure, Jordan Agonou a évoqué qu'il y a le ressenti de ce que on a voulu caser des gens. Est-ce que vous partagez ce ressenti? Oui, bien sûr. Il y a des gens quand même, il y a des noms qui reviennent dont vous allez me permettre de ne pas les citer. On a l'impression, parce qu'il y a des gens qu'on ne voyait pas du tout. On ne les sentait pas, ils n'étaient pas en mouvement, on ne les sentait pas dans les débats pour le pays, ainsi de suite. Et subitement, on voit les noms, c'est comme s'ils étaient quelque part. On a dit, bon, voilà, toi, viens rester là. Est-ce que vous dites indirectement qu'il y a eu des gens qui ont été très actifs sur le terrain militant, sur le terrain de l'activité politique, et qui n'ont pas été récompensés? Bien sûr. Comme l'a dit tout à l'heure Jordan Agonou, nous sommes une population avec une jeunesse bien écrasante. Mais pourquoi aujourd'hui on fait des nominations? Pareil, c'est vrai, on a dit que c'est la cour des sages, mais il faut aller à l'apprentissage pour devenir sage aussi. Donc, en principe, on devait avoir des plus jeunes que ceux dont on a été en temps normal. Mon grand frère Charles Toko et Paul Humpé ne sont pas aussi si jeunes. Mais on devait encore avoir plus jeunes que ça pour penser, pour dire réellement, c'est ce qui s'est passé au Conseil économique et social. On voit que toutes les couches sont représentées. On a des syndicalistes qui sont là. Donc on devait avoir des jeunes aussi de l'autre côté. Mais c'est comme si on a des gens qui ne peuvent plus... C'est la cour des sages. Donc. Oui, c'est la cour des sages. Il faut quand même, à côté des sages, que des jeunes aillent faire l'apprentissage. Moi, je dis... Aillent porter les sacs tout au moins. Pas porter les sacs, quand même faire des rapports, et essayer de suivre, essayer de suivre les séances. Peut-être qu'ils sont pris pour l'administration. Oui, pourquoi pas. Et surtout aussi observer comment ils règlent les problèmes. En bref, ce que je voulais dire avant de vous laisser la parole, c'est de dire que c'est une institution, les réformateurs sont en train de dire, expérimentons cette institution-là et voyons comment elle va faire son arbitrage. Ce qui est sûr, ne soyons pas, soyons un peu patients et observons. Peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on fera le point pour voir si réellement ça a marché ou ça n'a pas marché. C'est vrai qu'il est arrivé des moments où, ici dans l'histoire du pays, où les institutions s'affrontaient et le pays semblait être un peu bloqué. Il faudrait quand même qu'il y ait une institution qui joue le rôle de tampon, d'arbitrage pour essayer de voir. Donc moi je dis, wait and see. Wait and see. Georges Agonou, tout à l'heure, il a évoqué 2 noms, Paul Humpé, il a évoqué également un nom, Charles Toko. Lorsqu'on visite un peu le parcours emblématique de l'homme, est-ce que l'on peut se dire, sans risque de se tromper, que le Sénat quand même, en son sein, en dehors des anciens présidents d'institutions qui y sont, d'autres qui ont eu à quand même diriger d'autres institutions de la République qui ne sont pas de droit au sein du Sénat, un homme dont le parcours emblématique laisse l'empreinte d'un grand maître et qui pourra quand même apporter une grande expérience, notamment aux différentes délibérations au niveau du Sénat. Non, quand vous prenez Paul Humpé, il a là... On parle de Charles Toko là. Non, oui, d'accord. Vous avez parlé des 2. Oui, mais on n'a pas le temps. Laissez-moi revenir sur Charles Toko pour un peu traîner là-dessus. Voilà, okay. Donc, lorsque vous prenez Paul Humpé, il a l'air d'accepter les choses. Il a l'air d'accepter les situations. Il a l'air d'être conciliable. Donc, du coup, bon, voilà. Ça s'arrête là pour moi. Il n'est pas un vent en guerre. Non, il n'est pas. Il n'est jamais allé à la guerre d'ailleurs. Donc voilà. À chaque fois que la guerre a pris un chemin, lui, il en a pris un autre.
Donc, ce n'est pas vraiment son truc. C'est pourquoi j'ai dit, il accepte les conciliabules, il accepte les enseignants. Et ce que ça a permis de faire, c'est que ça a permis de pouvoir maintenir notre démocratie, l'image qu'une démocratie doit donner à l'extérieur. Il n'est pas bon pour une démocratie qu'on ait eu une élection qui n'ait pas de candidat du tout. C'est vrai que ces scores ne sont pas des scores flatteurs non plus. Dans ce truc-là, bon, on savait à quoi s'en tenir. Maintenant, quand vous prenez Charles Tokor, vous savez, nous revendiquons toujours quelque chose de ma génération. Et ça, Charles Tokor fait partie de cette génération. Après la conférence nationale, nous avons été, on n'a pas voulu, mais on s'est retrouvé à un moment donné pour qu'il faut défendre la démocratie. C'était notre objectif en tant qu'étudiants sur le campus. Et les Charles ont fait ce combat-là par la plume. Les Édouard Locaux, tout ce monde-là, ils ont fait ce combat-là par la plume. Nous, on a fait ce combat-là par l'organisation estudiantine. D'accord? Et donc, pour avoir fait ce combat, ce long combat, d'accord? Et après, il faut convertir ça en politique. C'est-à-dire, il faut convertir ça dans la vie sociale, dans la vie civile. C'est ce que Charles a fait. Il a converti dans la vie civile. Ça lui a permis... Mais rappelez-vous que Charles n'a pas été à sa première tentation à la mairie de Parakou. Il avait été déjà candidat sous Yahi Boni, si vous vous rappelez, et il avait perdu en ce moment-là. Donc, il a continué dans le combat, et un jour, il a pris la mairie, et il a laissé des traces à la mairie de Parakou. On vous dira, bon, voilà, c'est Charles Tokor qui a laissé ceci. Et après, quand vous avez ce parcours-là, et qu'on vous appelle maintenant à la table des grands, c'est qu'on dit que nous, il faut savoir manger avec les grands. Mais lui, il était déjà grand. Il faut savoir se laver les mains. Non, il était déjà grand. Si on doit s'en tenir à certaines de la palissade, il parle par exemple de ça que je parle. Il le disait, non, le Sénat, tel que ça se présente aujourd'hui, on peut dire vraiment, c'est un rassemblement des sages. C'est un rassemblement des sages. Donc, cela ne veut pas dire que tout ce qui va y sortir serait l'œuvre d'une certaine sagesse. Pas forcément. Ça dépend des sujets qui vont se présenter à eux et comment ils vont... Et puis, devant ces sujets-là, on peut encore avoir plus jeunes qui prennent une décision qui serait plus sage que tous les sages réunis. Donc, il faut faire attention. Il faut relativiser les choses. Donc, mais l'image que donne notre Sénat aujourd'hui... Vous savez, l'institution elle-même, lorsqu'elle avait été annoncée dans la Constitution, j'avais donné mon point de vue, je suis passé sur plusieurs plateaux pour donner mon point de vue là-dessus, pour que ça ne soit pas une institution de plus, parce que c'est une institution qui a été créée, qui ne fait pas partie, qui n'amène pas des élus, ce n'est pas suite à des élections, c'est des nominations, mais a un pouvoir quand même considérable sur la vie politique. Vous rappelez-vous que ça a même changé l'ordre protocolaire chez nous. En ce moment, le président Talon avait été obligé de prendre un décret pour changer l'ordre protocolaire par rapport au Sénat. Donc, parce que c'est une institution qui se place vraiment à un très haut niveau dans notre pays, mais qui n'est pas passée par une élection. On nous a appris qu'il y a d'autres pays aussi qui procèdent ainsi. Donc, ceux qui y sont, nous pouvons nous accorder sur le fait qu'en matière politique, ils ont eu certaines expériences, tous ceux qui y sont aujourd'hui. Madame Pouillon, je ne sais plus, pas quel est son âge aujourd'hui, quelle est sa capacité physique et tout, mais c'est une dame de sagesse, cette dame-là. Elle a dirigé notre cour constitutionnel de main de fer. Elle a pris des décisions et c'était pas facile de faire face au président courageuse dans le temps. Donc, du coup, entendre son nom à des niveaux comme ça, moi, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Donc, après, bon, voilà, comme je l'ai dit, mais on peut passer là-dessus. Ça donne aussi l'impression. De toute façon, ça donne l'impression de caser les gens. Ça donne l'impression de caser les gens. Donc, vous estimez qu'on a casé les gens? Vous savez qu'au Sénat, il n'y a pas de mandat. Il n'y a pas de mandat limitatif pour le Sénat. Il y a un mandat. On n'a pas dit que, non, on n'a pas dit que vous êtes au Sénat pour 5 ans, 6 ans. Ceux qui sont nommés sont pour 5 ans. Les hommes de droit, ils seront toujours. Oui, bien sûr. Bon, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, peut-être quelqu'un rigolait pour dire que, bon, mais on va recevoir beaucoup de cadavres à partir du Sénat, mais je ne souhaite pas ça parce qu'ils ont encore de l'énergie. Merci à vous, Georges Anagonu. Mais Karim Goudi, il y a quand même au lendemain de cette nomination déjà, il y a un débat qui s'installe dans les plateformes d'échange et de commentaires politiques. C'est qui pourra diriger le Sénat désormais? Vous voyez qui? Non, ben, est-ce que je vois quelqu'un
il faut reconnaître que, comme c'est des sages, ils ne feront pas comme ils ne feront pas comme les jeunes. Je ne pense pas qu'il y ait des tiraillements, ils vont s'entendre. Et donc, vous pensez que d'office, de facto, la présidence doit revenir à qui, selon vous? Non, mais selon moi, si on tient compte de l'âge, c'est que ça revient au président Soglo, directement. S'il peut encore faire truc. Et quand j'écoute le patriarche, je pense qu'il a, même si ces messieurs ne tiennent plus du trop, mais la voix, l'intelligence, la tête, ça réfléchit encore. Donc, moi, la logique y est toujours. Oui. Donc, je pense que directement, ça va certainement revenir au président Soglo, qui est après lui, et on va trouver un autre président. Vous voyez qui, Georges Anagonu, président du Sénat, la première mandature du Sénat? Non, je pense aussi que c'est ce que j'ai dit parfois sur le plateau, on me dit, ouais, bon voilà, tu dis la vérité crue, tu dis les choses, mais c'est ma nature en fait. Vous savez, quand c'est venu, on a beaucoup soupçonné le président Talon de vouloir devenir le président du Sénat. D'accord? On a beaucoup soupçonné le président Talon. Aujourd'hui, je constate que, je me rappelle que les gens avaient fait une interview au président, je pense, au professeur Holo, pour lui demander s'il sera président. Il dit non, mais la question n'est pas encore là. J'y vais pour faire des propositions, pour voir si mes propositions seront acceptées. Si finalement ça ne me concerne pas et ça ne m'arrange pas, je serai obligé de me retirer. Il faut aussi s'attendre à de pareils mouvements au sein du Sénat, là aussi. Ceux qui ne vont pas se retirer, ceux qui vont se retirer. Bon, peut-être se retirer, ce n'est pas notre souhait qu'ils puissent s'entendre pour travailler. Et je voudrais conclure pour dire que, bon, voilà, au Sénat, aujourd'hui, tout le monde va être président. Même Charles Tokor, bon voilà, puis on est avec les sages et qui ne vont pas se donner Abraham Zidoré. Bon, Madame Poyon. Abraham Zidoré, oui, voilà. Robert il y a des choses qui font que les gens reviennent. Je pense que le professeur Abraham Zidoré s'est tué il y a un bon moment, mais l'œil de Dieu, l'œil de Caïès, lui, on est allé le chercher. Bruno Amousson, ils n'ont plus l'énergie de la jeunesse aujourd'hui. Donc, mais comme c'est une chambre de sages. Voilà, c'est surtout ça, c'est une chambre de sages. On ne veut pas voir d'eux qui prennent des décisions éclatantes, qui bouleversent toute la vie politique. Ce n'est pas ça qu'on attend d'eux, c'est juste de faire en sorte que toutes les institutions de la République puissent s'entendre et travailler pour le bien-être des Béninois. C'est surtout ça, parce que si on crée le Sénat, ceux qui sont membres de droit, vous venez de me dire, ils n'ont pas de mandat. Ceux qui sont membres de droit, donc ils vont mourir. Et à cet effet, je crois que c'est à Karim de poser cette question, parce que la question demeure encore au bout des lèvres. Est-ce que l'ancien président Thomas Boni sera au sein du Sénat? Ah là, on ne peut pas savoir, c'est à lui de décider. C'est à lui de décider s'il y va ou pas. Mais vous lui conseillerez quoi? Moi, je lui conseille d'aller, pourquoi pas, d'aller. Bon, c'est vrai que je ne suis pas je suis plus très proche du Parti des démocrates. Je lui parle en tant que fils. Mais je pense qu'il faut qu'il aille. Parce qu'il faudrait qu'on arrive à un moment donné, moi je pense qu'il faut qu'on laisse cesse avec les émotions et essayer d'être réaliste. Et bah, il pense qu'il n'a qu'à aller siéger. Bon, et il siège et bon, voilà quoi. Il fait profiter le pays de son expérience, c'est tout. Commentaire, Georges Anagonu, sur la même question? C'est-à-dire Boni? Non, je pense que le président Boni, le président Talon avait dit que quand lui va quitter le pouvoir, il pense que c'est le pouvoir qui les oppose les deux. D'accord? Et que quand lui va quitter le pouvoir, il suppose que le président Yabounansi va quitter et que le pays sera apaisé. C'est ce qu'il a dit. Et donc, pour que le pays soit encore plus apaisé, moi, je pense que le président Yahya Boni ne doit pas s'interdire d'aller au Sénat. Il faut qu'il aille parce qu'il est membre de droit. Et nous sommes les filles de ce pays. La République a besoin de lui. Moi, je l'ai vu, le vu de l'investiture, quand il est venu, il saluait tout le gratin politique qui était là. Et il prenait même des accolades. Donc, ils ne sont pas éloignés les uns des autres. Donc, ce qui serait bien, c'est effectivement qu'ils puissent oublier tout ça et se retrouver dans un même creuset avec le président Talon et que les deux puissent réfléchir maintenant pour l'évolution du pays. C'est aussi bien d'avoir ces différentes personnalités au sein d'une institution pareille. Je ne vois pas le professeur Robert Dossou, le professeur Holo laisser passer des trucs qui, selon eux, ne seront pas dans le sens d'aider le pays. Je ne les vois pas. Donc, du coup, il faut que chacun, il faut qu'ils y aillent. Il faut qu'ils y aillent. La nature les a choisis. La nature a fait que c'est eux qu'on a choisis. Il faut qu'ils y aillent. Et qu'est-ce qu'il y a? Ce serait la première expérience du Sénat.
Donc, ils ont une lourde responsabilité de montrer aux Béninois qu'en réalité, en créant le Sénat, on ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé. Merci à vous, Jonathan Agono. Merci à Karim Gondi pour vos différentes opinions sur ce sujet. On va parler des pluies diluviennes. Karim Gondi, comment vous avez vécu ces pluies, ces semaines à Cotonou? Bon, très difficilement, d'ailleurs, mais très difficilement, et aussi très difficile de voir aussi que la population en souffre sérieusement. Et la sous-région, vous avez regardé aussi? Oui, dans la sous-région, j'ai regardé, j'ai vu à Lomé, à Accra, à Abidjan et à Lagos, c'était pas la joie. Moi, je pense que au niveau de cette question, il faudrait qu'on cesse de faire de la politique politicienne. Parce qu'il faudrait réellement donner la parole aux experts pour que les experts y réfléchissent par rapport à ça. Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans la sous-région, ce n'est pas du tout la joie. Il y a des dégâts. Et de passage, je dis merci à l'Agence béninoise pour la protection civile qui a commencé quand même un travail quand même de sensibilisation formidable. Bon, je ne voyais pas ça par le passé. Cette année, je vois que réellement, parce que ce qui est là actuellement, lorsque les problèmes se posent, il faudrait que réellement qu'on puisse s'asseoir, que nos experts puissent s'asseoir pour réfléchir, pour essayer de nous trouver des solutions. Mais ça donne l'impression que des solutions vont être difficiles à trouver, parce que depuis des années, les trucs reprennent chaque année, ça reprend chaque année. Ce n'est pas des questions auxquelles il faut banaliser, c'est des questions qu'il faut laisser réellement des spécialistes réfléchir pour nous trouver des solutions. Les spécialistes réfléchissent pour nous trouver des solutions, mais est-ce que, Jonathan Agono, est-ce que les Béninois peuvent avoir quand même un petit touffe de soulagement parce que certains estiment que ce que le Bénin a vécu est un peu moindre comparé à ce que d'autres nations ont vécu? C'est pour ça qu'il faut souvent être fier de ce que nous faisons. Il faut souvent être fier de ce que nous faisons dans notre pays et des dispositions qui sont prises pour protéger les gens. Vous savez, quand vous me parlez des crues, je suis pas la force des choses en ce qui concerne le pont de Djonou. Je suis au cœur de ce qui se passe depuis 3 jours. Et donc, mes pieds sont dans l'eau depuis 3 jours pour pouvoir travailler. Je voudrais remercier vraiment la police. Ils sont dans l'eau tout le temps, de 5 heures, parfois jusqu'à 0 heure. C'est pas évident, parfois jusqu'à 1 heure du matin que ça continue. Et nous, pour réguler la au niveau du circulation, Centre national de sécurité routière, c'est le premier jour que le ministre de Cadre de Vie a appelé rapidement notre directeur pour dire « Ah, le Centre national de sécurité routière, vous devez vous mettre aux côtés de la police pour pouvoir gérer cette partie-là. » Ceci dit, c'est pas la première fois que l'inondation arrive et crée des dégâts à ce niveau-là. Mais la bonne nouvelle aussi qu'on peut annoncer, c'est que les travaux sont lancés. Les travaux sont lancés et le chantier va partir de l'échangeur de Godomé jusqu'à Mississinto là-bas. Et donc, dans ce chantier-là, c'est déjà prévu qu'on refasse le pont. Est-ce que le pont avait des soucis? Est-ce que l'ouvrage avait des soucis? Je pense que l'ouvrage ne correspond plus à la situation d'aujourd'hui. Avec le réchauffement climatique, avec la quantité d'eau qui vient du nord et qui doit passer par là pour tomber de l'autre côté et aller dans le lac. Donc oui, la quantité d'eau qui vient, l'ouvrage ne peut plus supporter. Et l'ouvrage, j'ai des techniciens qui me disent, a été mal conçu, il faut le reconnaître aujourd'hui. Il a été mal construit. Oui, parce qu'un pont ne rentre pas dans la descente. Un pont, c'est toujours une montée en quelque sorte. Donc, du coup, mais le gouvernement a déjà pris la disposition, ce serait réparé. Je pense à ceux qui quittent Caravi et qui viennent travailler chaque jour. C'est la galère. Moi, aujourd'hui, pour être chez vous, enfin, et quand j'ai quitté pour venir chez vous, ça n'a pas été facile de traverser l'eau. Et comme j'avais du travail, on a des gens du CNSS, des organisations non gouvernementales qui sont postés, donc il faut que je marque l'arrêt. J'ai quitté la maison à 6 heures. Quand j'ai traversé le pont, j'ai marqué l'arrêt pour aller voir nos collègues qui travaillent avec la police et pour constater aussi que l'eau continue de monter sur la route. L'eau continue de monter sur la route, mais c'est là où il parle de la protection civile. On a dépêché des engins là-bas hier. L'engin, il y a 2 exutoires sous le pont. Et il y a l'autre qui est complètement fermé et l'autre qui coulait. Et comme la nature fait les choses, lorsqu'on a procédé à l'ouverture de ce qui était bouché et que l'eau circule réellement, l'autre côté s'est bouché encore aujourd'hui. Et donc, du coup, l'engin flotteur qui pouvait rester là et travailler était en train de dégager le lit pour que l'autre puisse aller dans le mais ce matin, ils vont ramener ça ici pour dégager aussi l'autre exutoire. Et en ce moment-là, on aurait l'écoulement facile. Mais il faut retenir que nous sommes en période, vous l'avez dit, en période d'inondation.
Et la pluie n'est pas encore à sa fin, ça va continuer. Donc nous aurons effectivement des désagréments. C'est pourquoi les consignes données dans le communiqué du ministre du cadre de vie qui demande aux gens d'utiliser les voies de contournement. Et comme on le dit dans les grands pays, quand ça arrive, lorsque le déplacement pour vous n'est pas indispensable, vous pouvez vous empêcher de le faire. Parce que moi, à chaque fois pour traverser l'eau, j'étais obligé d'enlever mes chaussures et tout, et de rentrer dedans. Enfin, travailler dedans. Et pour passer, vous ne pouvez pas passer si vous portez des chaussures. Vous devez retrousser votre pantalon et tout pour pouvoir passer dedans. Et donc, c'est ce que nous vivons depuis 3 jours. Alors, les gens n'ont qu'à continuer. Et j'ai vu des collègues, des amis écrits tout à l'heure pour dire, mais eux, ils sont passés, parce qu'on a dit hier que les gens peuvent faire ça. À partir de Caravi, il faut aller à Ouedo. Il faut prendre la voie de Ouedo et tomber au Carrefour Révier là-bas. Et quand vous tombez sur le Carrefour Révier, il y a des voies qui permettent de tomber sur le boulevard Lagunaire, la route des pêches. Et vous pouvez rejoindre et rallier Cotonou beaucoup plus aisément. Donc, du coup, ces conseils-là, on continue de les donner, on continue de les réitérer pour que la population puisse savoir que ce qu'elle vit en ces temps-ci n'est pas étranger au pouvoir public, et les pouvoirs publics, le gouvernement prend des dispositions pour que nous puissions faciliter la vie aux usagers de la route. Alors, à Cotonou, on a vu quand même qu'il y a des inondations par endroits, de façon à gauche et à droite. Mais on a vu que dans certains pays de la sous-région, le président de la République était même obligé de survoler les zones inondées par hélicoptère avec beaucoup de peine. J'ai encore tout de suite à l'image le visage du chef de l'État en question. Lorsqu'il regardait de façon peinée quand même les habitations sous l'eau, on voit des personnes avec l'eau jusqu'au cou. Je crois qu'à Cotonou, on n'a pas encore ce cas-là. Lorsque vous regardez tout cela, est-ce qu'on peut se dire que, même si certains se sont plaints qu'il y avait trop de travaux au niveau des infrastructures qui étaient effectués sous le régime du président Patrice Talon et que, bon, on l'avait fait comme on le disait, est-ce qu'on peut dire que ces infrastructures-là nous ont un peu sauvés pour que la situation n'atteigne pas ce niveau que nous voyons de l'autre côté qui est assez inquiétant, où l'eau draine même des voitures pour quand même les emporter dans son flot? Alors, faire des affirmations dans ce sens me sera un peu préjudiciable, c'est-à-dire je ne serai pas réaliste, parce que les pays n'ont pas le même climat, c'est vrai. C'est vrai que nous sommes dans la même région. Et ce qui s'est passé ailleurs, c'est vrai qu'à Accra, par exemple, selon mes recherches, c'est dit qu'ils ont connu cette situation il y a 6 ans. Ce n'est pas cyclique, comme un peu chez nous, mais à Lomé, c'est la même chose chaque année. Et autres, bon, il faut reconnaître que l'image que je retiens, c'est que le chef d'État s'est déplacé pour essayer de voir. C'est très important que le chef d'État se déplace en ce genre de situation pour voir. Parce que quand on va voir... Les déplacements, c'est témoin de la compassion aussi. De la compassion et aussi ça vous galvanise à mieux résoudre les problèmes parce que vous voyez les souffrances des populations. Donc c'est ce que je peux dire. Mais il faut reconnaître quand même que chez nous, bon, c'est vrai, les pluies ne sont pas encore terminées. On ne sait pas encore ce qui va arriver. Mais chez nous, c'est quand même un peu moindre par rapport aux autres pays de la sous-région, il faut le reconnaître. Bon, et la dernière fois, j'ai écouté le directeur de la CIRAT dire quelque chose, bon, et ça m'a fait réfléchir. Il dit, en une nuit, la quantité d'eau qui devait tomber sur Cotonou pour un mois, est tombée en une journée. Mais qu'est-ce qui peut être à la base de ça? Est-ce que c'est le changement climatique? Est-ce que c'est le fait que... parce qu'il y a des pluies les périodes de pluie, les pluies doivent venir en mai, en août, on ne voit pas les pluies, à Cotonou il fait encore chaud. Mais est-ce que ce n'est pas les travaux que nous avons faits? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui peut-être bloquons les pluies pour que les travaux puissent avoir lieu, parce qu'effectivement, il faut que... Est-ce que c'est les travaux seulement ou bien peut-être les manifestations? C'est que on est assez friand de ça, c'est vrai, mais je pense que, le week-end baptême, quand il pleut, par rapport aux travaux que les gens font, c'est des milliards, il faut quand même... faire de sorte de sécuriser, il faut quand même faire de sorte qu'il n'y ait pas pris. Ça, là, je suis d'accord avec ça. Est-ce que c'est ça qui est à la base du fait que les pluies déclenchent c'est-à-dire, elles sont tellement repoussées qu'après... Ah oui, certainement. J'ai l'impression qu'on bloque, arrive à un niveau donné. La comptabilité, mais là, bon, c'est bien de bloquer pour quand même permettre aux travaux de continuer, parce que ce qui se passe comme alphatage à Cotonou, simplement, c'est beaucoup de milliards. Donc, il ne faut pas que ça soit... Mais est-ce que ce n'est pas ça qui est à la base? C'est ça que le directeur de la CEDA n'a pas pu nous dire. Maintenant, pourquoi on se dit, mais attention, ce qui se passe depuis avant-hier... Mais attention, c'est une quantité de pluie énorme. Ce qui se passe depuis avant-hier, ce n'est pas encore fini. Vous regardez le ciel, vous regardez la météo. En une semaine,
c'est-à-dire toute la semaine, Cotonou est sous les nuages. Donc on se dit attention bien, c'est aussi ça qui est le problème. Et il faut aussi reconnaître avant de finir qu'il y a aussi la responsabilité personnelle aussi. Parce que si nous aussi, s'il y a ces problèmes, ces phénomènes naturels et que nous-mêmes dans notre comportement, on est là toujours à continuer pas jeter des sachets dans les caniveaux, donc on ne va pas jeter du sable dans les caniveaux se bouchent et après c'est nous qui recevons de l'eau dans notre cour et c'est nous qui nous plaignons encore pour dire que bon voilà, le gouvernement ne travaille pas, ce n'est pas ceux qui sont au gouvernement ne sont pas des magiciens, c'est des hommes comme nous. Parlant également d'incivisme, il y a un porte-parole de gouvernement d'un de ces pays impactés avec des dizaines de décès qui a dit qu'il y a une localité, une zone qui est véritablement impactée, qui était une zone où on a demandé aux gens de dégager pour permettre à l'eau de circuler, mais les gens sont restés là et même ont continué à ériger des bâtisses à ce niveau-là. Et au Bénin, on n'a pas manqué de le faire. Rappelez-vous, à Ouédonou, un jour, on s'est réveillé avec des machines au niveau du pont de Ouédonou, là, et des concessions qui étaient là, on les a cassées. Parce que le gouvernement avait, les techniciens ont dit au gouvernement, ce sont ces maisons-là qui empêchent l'eau de couler. Et donc, le gouvernement avait cassé ces maisons-là pour pouvoir laisser circuler l'eau. C'est pour dire qu'on prend toujours des précautions. Le gouvernement ne reste pas inactif devant ce qui se passe lorsqu'on sait. Vous savez, l'eau, c'est dame nature. C'est dame nature. Mais quand ça arrive, ces périodes-ci, ça nous fait au moins rapprocher de savoir que nous ne sommes pas à l'abri des conséquences du réchauffement climatique. Nous ne sommes pas à l'abri. Nous sommes tous concernés. Vous savez, dans les pays développés, parfois on va vous dire, même aux États-Unis, dans la semaine, il y a eu de l'orage, il y a eu de pluie, et on vous dira, il y a 600 000 personnes qui sont coupées d'électricité, et c'est maintenant qu'on est en train de rétablir. Donc, c'est pas forcément pour comprendre. J'ai un ami qui a quitté Abidjan avant-hier, et hier, il disait, mais ce que j'ai vu à Abidjan, on n'a rien à Cotonou. Effectivement, rappelez-vous, il y a eu des épisodes à Abidjan par rapport à la pluie, où des maisons sont tombées, des trucs comme ça. Donc, on peut encore dire que Dame Nature nous un peu clémente envers nous, mais ce qu'il y a souvent, quand il pleut tout de suite, il y a de l'eau un peu partout. Parce que, comme me disait l'autre, c'est comme vous voulez verser du liquide dans une bouteille, vous mettez l'entonnoir, et si vous versez en grande quantité en même temps, c'est tout comme si l'entonnoir est bouché. Ça vient en haut, et parfois vous êtes obligé d'attendre que la quantité qui est là puisse entrer dans la bouteille avant d'en rajouter. C'est le même phénomène en fait. Les utilitoires, les carnivores qu'on a installés partout, lorsqu'il y a l'abondante, comme tu l'as dit, de l'eau arrive d'un seul instant comme ça peut dépasser la capacité des entonnoirs et créer l'inondation. Mais après ça, tout redevient normal. C'est ce qui se passe chez nous, à Cotonou. C'est vrai qu'on reçoit des flaques d'eau un peu partout. Ça, c'est vrai, on ne peut pas éviter ça dans un pays. Ce qu'il faut retenir, c'est quelle disposition prend un État pour pouvoir faire face à ce genre de choses. Bon voilà, et comme il a dit, il y a beaucoup de travaux en cours. Les travaux qu'on a démarrés sous le président Talon, il y en a qui continuent encore, beaucoup continuent encore. Et donc, on verra ce que deviendra la nature après que beaucoup de ces chantiers-là seront conduits à terme. C'est comme je le disais, la voie Caravi-Godomé est déjà sous chantier et le délai court déjà. Donc, on va voir ce que, après les travaux... Oui, Tensi. Merci à vous, Georges Anagonou. Karim Gaudi, on va parler de notre sujet très rapidement. On ne va même pas durer dessus. C'est juste l'incident qu'on a vu à Lokossa où Bertin Kovi était en train d'arracher des affiches. Il y a eu des commentaires autour. Il y a eu information, désinformation. Pour vous, tout ce qui s'est passé là, comment vous appréciez cela? Ce que je voudrais dire d'abord par rapport à ce que c'est désolant qu'on continue encore avec ce type de scène. Je réagis sur deux niveaux. Le premier d'abord, c'est l'organisateur même de ces cérémonies-là. Il faut qu'on cesse avec les organisations des prières pour le chef d'État, ainsi de suite. Vous ne croyez pas en Dieu alors? Je crois en Dieu, mais il faut qu'on cesse on dirait qu'on instrumentalise Dieu. Vous voyez, les vraies prières se passent
dans sa chambre. Les vraies prières se passent à l'église, les vraies prières se passent à la mosquée. Mais on va sur un terrain pour dire qu'on prie pour le chef de l'État. Il faut qu'on cesse avec ça. On prie pour la nation. Donc, on prie pour il faut cesser avec ça. Il faut cesser d'instrumentaliser. Il n'a qu'à réunir les jeunes de l'Okosa et les former à l'entrepreneuriat. C'est encore mieux que ce qui est en train de passer. Vous trouvez Deuxième chose, le fait qu'on réunisse toutes les confessions religieuses ensemble pour prier pour la nation, pour vous, il faut prendre ce temps. Les dimanches sont là pour faire la prière pour la nation. Les vendredis sont là pour faire la prière. Les gens prient dans leur chambre. Continuons pas à prier dans nos chambres et prenons le temps là pour former les gens sur le programme d'action du gouvernement. Il y a des gens là maintenant qui sont en train de prier pour le chef de l'État qui ne connaissent même pas son programme d'action. Vous voyez? Deuxième chose, c'est par rapport à mon frère Bertin Korvi. Il faudrait que Bertin Korvi arrête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut qu'il arrête. Vous l'avez écouté? Je l'ai écouté. Mais les actes qu'il a eu à poser ne se justifient pas. Ça ne peut pas se justifier. C'est avec une violence, il arrache des trucs, et ainsi de suite. Il s'est expliqué. Même si vous avez raison, encore qu'il n'a pas raison, qu'il n'a pas raison, je dis il n'a pas raison. Vous l'avez écouté? Je l'ai écouté, bien sûr. Maintenant, si on vous invite c'est-à-dire à un truc pour être parrain, paraît-il, vous pouvez dire non. Mais si on vous invite, si vous êtes parrain, ce n'est pas vous qui organisez. Vous pouvez être parrain, mais ce n'est pas vous qui organisez. Mais on vous invite, si vous trouvez que la formule, le format que le truc est en train de prendre, ce n'est pas bien pour vous, vous laissez. Vous dites, je ne veux pas faire. Et moi, je connais des gens qui ne peuvent pas accepter être parrain d'un tel événement. Vous ne voulez pas être parrain, on met une affiche, vous venez avec violence, vous arrachez l'affiche pour dire qu'il n'a pas demandé la permission du chef de l'État, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est vous qui organisez. Ce n'est pas vous qui organisez. Bon, dans ces conditions, c'est qu'il nous expose. En fait, il faut que Bertin Korvi sache qu'il nous expose. Il faut qu'il sache que... il nous expose à quoi? C'est une honte, en fait. Bon. C'est une honte parce qu'on ne peut pas être dans un pays sérieux, dans un pays où, là, maintenant, on est en train de toujours réfléchir sur comment aller de l'avant. Et on est là, un week-end, et toute la toile est en train de parler de quelqu'un qui est en train d'arracher une pancarte. Ça veut dire quoi? Merci, on vous a compris. Jean Lagonou, votre opinion sur ce sujet d'actualité? Non, je pense que Bertin Korvi connaît mon opinion sur tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, vous savez. C'était sur votre plateau un jour. Il n'y a personne parmi vous qui le comprend. Non, je suis embarrassé là. Je viens. Bertin Korvi, il est en même temps TikToker, il est tout, en fait, en même temps. C'est ça qui est difficile à l'homme à gérer. Si vous avez toutes ces dimensions-là, il est l'économiste fondamentaliste, enfin, c'est lui seul que je connais avec ce titre-là dans le monde. Enfin, partout, moi, je n'ai pas voyagé beaucoup, mais le peu que j'ai fait, les économistes fondamentalistes, je ne les ai pas rencontrés souvent. Je sais pas. Il en parle, il donne l'explication. Je ne sais pas où est-ce qu'il a été formé ou bien c'est dans ta thèse qu'il a développé ça, je ne sais pas. Mais il est invité par beaucoup d'autres pays, la sous-région, pour des conférences. Oui, bien sûr. Vous savez, c'est vrai, non, il faut dire ça aux étudiants. C'est pas à moi, vous allez dire ça, il faut dire ça aux étudiants. Et ce qu'il y a, c'est que Bertin Korvi, finalement, il le disait tout à l'heure, il a tout fait dans cette république-là. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a été comme des gens, il a été avec eux après, il est l'opposant numéro 1, le plus grand opposant, il est le mouvancier numéro 1. Mais donc, qu'est-ce que Bertin Korvi n'a pas fait? Même, à un moment donné, c'est un malheur pour le bloc républicain qu'on lui dise, bon, on a recruté Bertin Korvi. Malheur? Oui, enfin, je ne sais pas. Non, mais donc, vous voulez qu'on démontre la truc? Qui est-ce qui a voulu, à un moment donné, créer des difficultés jusqu'à ce que le parti l'exclue? C'est lui. C'est lui qui a commencé par dire des trucs qui ne sont pas des choses que les autorités du parti ont demandé de faire, que lui, il a fait, au moment où le parti se réunit pour dire on apporte notre soutien à Omia Wadayi. Lui, il s'est permis de se déplacer pour aller voir Paul Dossou, Paul Humpert, excusez-moi, Paul Humpert, pour ramer à contre-courant. Et donc, Bertin Korvi, lorsque vous l'écoutez, il suit une logique. Est-ce que la logique de ce qu'il fait, est-ce que ses faits et gestes, la logique pour vous n'est pas bien sciente? Est-ce que parfois... moi, je n'arrive pas à déceler la logique. Je n'arrive pas à déceler sa logique, en fait. Parce qu'il peut dire une chose... Il veut être proche des populations. Lesquelles? À la base. Non, oui, bon, voilà. Je ne sais pas. Bon, finalement, finalement, s'il est proche des populations, il n'a qu'à un jour être candidat
ou bien même... Il a été candidat à la présidentielle. Non, mais vous n'a qu'à connaissez le continuer. résultat, non, ne parlons plus. Si c'est cette expérience-là, on ne le rappelle même pas. Mais aujourd'hui, tel qu'il est, il n'a qu'à essayer d'être conseiller sur une liste dans un village ou dans une ville. Et comme ça, il sera un élu local. On saura qu'au moins, il y a des gens qui l'ont retenu. Il Ce n'est pas a ça. de grandes ambitions. C'est ça aux petits élèves. Bah, maintenant, quand on revient à ce qui s'est passé à Lokossa, d'accord? C'est lui qui est le gardien de l'image du chef de l'État. Personne ne l'a désiré. Le chef de l'État appartient à la nation. Et donc, à ce titre-là, ceux qui protègent son image, c'est la police républicaine. Ce n'est pas lui. Et la police était là. S'il arrive et qu'il n'est pas d'accord, il va voir la police pour dire « Ah, moi, je leur ai demandé d'enlever ça. » Encore qu'on ne lui donnera pas raison parce qu'il n'est pas organisateur, il est juste parrain. On ne lui donnera pas raison. Moi, j'ai entendu dans ces dits parfois, j'ai cru comprendre, qu'il disait qu'on ne voulait pas autoriser la manifestation, c'est sa personne qui a été mise en jeu et tout, pour qu'on puisse accepter. Notre pays ne peut pas fonctionner comme ça. Ceux qui ne respectent pas les tests, ne respectent pas les tests et on l'interdit. Quel que soit celui qui vient intervenir. Donc, ça là même le plonge quand il est en train de dire ça. Et puis après, quand le gars a dit, je lui ai remis 300 000, il n'a pas démenti. Il a dit, oui, il m'a remis 300 000 pour nourrir les gens que j'ai fait venir du Nord. Non, je vous avais dit quelque chose ici et je réitère ça. Bertrand Govi, c'est quelqu'un qui cherche le buzz. Et c'est en ça que lui... Il cherche quoi? Il cherche le buzz, tu vois. Le buzz. Et c'est en ça que... Non, il cherche le Merci. buzz. Le buzz qui parfois veut que créer le bug, si vous placez sur le plan informatique. Parce que ça déconnecte tout, hein, à un moment donné, tout ce qu'il dit. Et c'est quelqu'un qui cherche... Il est psychologue Le de la buzz. communication aussi, n'oubliez pas. Il est même médecin-docteur. Vous voulez ça aussi? Donc, c'est quelqu'un qui va se bagarrer avec les TikTokers. Il a mal empaillé avec Abiba Hanessi. Il est psychologue de la communication. Il ne fait sûrement rien au hasard. D'accord. Moi, je n'ai pas fait. Je vais vous dire juste ce que et je l'avais dit le premier, c'est pourquoi je reviens là-dessus. Il fait pour qu'on puisse parler de lui. D'accord? Et là, l'acte qu'il a posé là, il ne faut pas poser ça là pour qu'on puisse parler de lui. Parce que, comme j'ai dit, c'est un acte violent et la violence appelle la violence. Et on est en train de faire ça où? À Lokossa. Ce n'est pas anodin à Lokossa. Et donc, le président de la République a des frères, des cousins, tout à Lokossa. Et donc, au moment où lui faisait avec cette violence, et il demandait qu'on le filme pour qu'on puisse montrer ça. Pour dire, vous voyez, je suis violent, je déchire les trucs avec violence. Non, je pense qu'il n'a à aucun moment protégé l'image du président de la République. Et je pense qu'il faut aussi que des institutions de la République sachent certaines personnalités quand est-ce qu'il faut les arrêter. Parfois, il peut aller dormir sur la tombe de Manga pour dire que Manga lui a dit d'être président. Ça aussi... Merci bon, à voilà. vous, Georges Anagono. On aura compris c'est toujours lui qui allait vos voir opinions. pour que Iloko puisse le nommer Merci président. Karim Voilà. Goundi aussi pour vos différentes opinions. Je crois que Il nous en donne suffisamment. On va se rapprocher encore de Bertrand Govi pour comprendre ses motivations au cours d'autres émissions, chers amis internautes. À présent, on parle de la réouverture des frontières entre le Bénin et le Niger. Karim Goundi, depuis le dépôt du rapport du comité mixte, on n'entend plus rien. On s'interroge un peu, même si on est rempli d'espérance. Alors, ce que je voudrais dire à ce niveau, ce n'est pas une question qu'on doit aborder sans rappeler que s'il y a eu ces démarches-là, s'il y a eu rapport, s'il y a eu commission mixte, ça veut dire qu'il y a eu un souci, un petit problème entre les deux pays frères. Et comme je l'ai dit partout, ce n'est pas un problème d'avoir un petit souci avec son voisin. Le problème, c'est de ne pas pouvoir résoudre les problèmes. C'est ça qui est réellement un problème. Et le président Ouaddaï a montré réellement qu'il se met à la disposition de son pays. Il a montré sa bonne foi. Il y a des gens qui disaient que le président Ouaddaï ne peut pas aller au Niger. Il ne peut pas aller au Niger. Il est allé. Il est allé au Burkina. Il est allé au Mali. Donc c'est ça qui est important. Ça fait un. De deux, vous avez dit que le rapport a été déposé. Oui, le rapport a été déposé. Vous avez dit que silence radio, mais il faut quand même... Il y a des discussions qui se font sur la place publique. Merci de le préciser. Il y a des discussions qui se font en off. En off. Merci. Et c'est surtout en off qui est important. Moi, je me réjouis de voir qu'il y a une bonne foi du président de la République. Il y a le dialogue aujourd'hui. Oui, et je me réjouis aussi que les autorités du Niger ont accepté mettre en place une commission et dit ce qu'ils pensent. Ils ont dit voilà ce qu'ils pensent, voilà ce qu'il faut faire. Et je pense
que le problème va se régler. Moi, je dis aux Béninois, je regarde les Béninois dans les yeux, je leur dis, ce n'est pas unique, ce n'est pas seulement la réouverture. Si la frontière s'ouvre, ce n'est pas encore, on n'a pas encore gagné. On n'a pas encore gagné. Il faut qu'on se prépare. Quand la frontière va s'ouvrir, il faut qu'on se prépare à se mettre à la disposition des forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité pour produire une sécurité de qualité. Parce que si la frontière s'ouvre, les gens disent, bon, là c'est bon, le port de Cotonou, il n'y a pas de souci, ainsi de suite. Il faut sécuriser les marchandises qui vont quitter le port de Cotonou pour aller de l'autre côté. Le chef d'État et son gouvernement ont joué un rôle pour ouvrir, mais quitte aux populations alors de se mettre dans une dynamique de donner des informations aux forces de l'ordre et de défense. La coproduction de la sécurité. La coproduction d'une sécurité de qualité pour que les produits soient sécurisés, pour que le commerce transfrontalier soit quand même très bien. Pour qui connaît Mananville et les différentes voies qui rentrent dans le Niger, savent très bien qu'entre le Bénin et le Niger, le commerce frontalier est très important. Donc je dis aux populations, ne soyez un peu patients, d'accord? Ne soyez pas trop pressés. Là où les décisions sont arrivées aujourd'hui, les deux parties, le Niger et le Bénin, n'ont pas intérêt qu'on dise qu'on arrive à ce niveau-là et que ça a échoué. Non, je ne pense pas qu'il va y avoir échec. Merci pour cette belle précision. Oui, je pense qu'il peut y avoir réouverture de la frontière et que les populations se préparent pour réellement jouer leur partition. Jean Agonou, pareil, il faut remplir les populations d'espérance. Je suis d'accord avec lui. À ce niveau de discussion. Ce que nous devons savoir, c'est que nous venons de loin. Parce que quand vous posez le problème, j'ai compris, il a commencé par avoir une certaine impatience au niveau des Béninois. Et au niveau certainement des Nigériens aussi. Certains pensaient même qu'au retour de Wadaï de Niamey le soir... On vient de loin. Voilà. On vient de loin. Et donc, comme il a dit, il faut laisser le temps aux deux pays de mettre en place la bonne réouverture des frontières. La bonne réouverture des frontières. Il parlait de la question sécuritaire, c'est aussi une question qu'il faut régler. Il parlait de, je pense, la garantie qu'il faut donner à nos frères nigériens. Ça a été donné, le gouvernement a montré sa bonne foi, et c'est ça qui transparaît dans le rapport. Donc, après ça, moi, je voudrais nous appeler à la patience. Ça va se faire. Les questions diplomatiques, ça ne se règle pas d'un seul clic de main, mais c'est avec la patience, les réconciliations. Peut-être que là où on est, il n'y a pas de jour où le président Tiani et le président ne se parlent pas. Et dans ce sens-là. Donc moi, je pense qu'il a dit, les choses vont se faire en leur temps et le Bénin et le Niger vont retrouver leur collaboration dans le temps. C'est le souhait de tout le monde. Mais il faut être patient. Il faut être patient. Merci à vous. Dernier sujet qui nous réunit ce matin, c'est le Sénégal. Karim Goudi, réforme constitutionnelle au Sénégal ou duel entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko? Alors, ce qui se passe au Sénégal, c'est un peu désolant. Je suis un peu déçu de voir que des jeunes ont fait un combat énorme. Ils ont pris le pouvoir et apparemment, la cohabitation est en train de causer problème. Certains me disent, un ami sénégalais me dit la dernière fois, attention, faut faire attention, monsieur Karim, parce que le président Sonko n'est pas facile à vivre. Alors je dis aux gens que il y a... n'est pas facile à vivre dans quel sens? Il n'est pas facile. Bon, il est exigeant, il est souci, il a même dit qu'il est capricieux. J'ai dit non, ce n'est pas ça. Je pense que lorsque vous êtes jeune et que vous êtes arrivé à faire ce combat-là, à prendre le pouvoir, vous devez vous dépasser. Il y a des choses que vous ne devez pas faire. On a vu le président russe Poutine et Vladimir Poutine et Dmitry Medvedev. Oui. Voilà, prendre le pouvoir en Russie. Mais on a vu comment ils ont géré en bonne intelligence. Parce qu'ils savent, ils ont... mais est-ce que ce n'est pas lié au fait que Vladimirich Poutine est quand même un personnage atypique? Avec toujours le pouvoir, quoi. C'est un personnage atypique, quand même. Oui, bien sûr, mais arrivé à un moment donné, il ne faut pas que Bassirou Diomaye Faye et le président Ousmane Sonko, je ne dis pas que quelqu'un a raison, l'autre a tort, il faudrait qu'ils comprennent que... Mais je ne vous interromps pas, mais par rapport au cas de la Russie que vous prenez pour comparer le Sénégal, il ne faut pas occulter le fait que Vladimir Poutine
à gérer le pouvoir avant de laisser Oui, bien sûr, bien sûr, gérer le pouvoir. bien sûr. Mais ici, Ousmane Sonko n'a pas encore eu connaissance des réalités même du pouvoir en étant président de la République. Bien sûr, c'est deux cas un peu différents, mais c'est un peu similaire. C'est autre chose, parce qu'on a comme l'impression que, et ça, je vais peut-être poser cette question à Jean-Jean Agonou, que le pouvoir a quelque chose quand même d'atypique qui fait que dès qu'on est là, on change un peu. Mais on devait faire de sorte que utiliser son intelligence pour que... Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ça peut basculer. Ce qu'ils sont en train de faire, ça peut basculer au Sénégal. Ils peuvent entraîner le pays dans les violences. Oui, ils peuvent même perdre le pouvoir. Ils peuvent perdre le pouvoir parce qu'ils ont promis des choses aux Sénégalais. Et les Sénégalais qui se sont battus pour les gens sont morts pour eux. Les gens disent Sonko, c'est Sonko, moi je me mets, ils sont morts. Les gens sont paralysés aujourd'hui. Ils sont au Sénégal. Ils n'ont pas fait ce combat pour voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est pourquoi je dis qu'ils devaient quand même se dépasser. Moi, j'ai suivi le papa de Diomaye Faye au début. Il disait que, parce que quand on disait que Diomaye Faye n'a pas d'expérience, les jeunes, et ainsi de suite, il disait que oui, que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est les présidents qui n'ont pas trop d'expérience, c'est eux qui sont humbles et écoutent beaucoup, et finalement, c'est eux qui réussissent leur mandat. Alors moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal pouvait être évité. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, de bras de fer en bras de fer, de bras de fer en bras de fer, mais ça peut capoter. Nul n'est à l'abri du chaos. Et c'est ce qu'il faut éviter. Nul n'est à l'abri du chaos. Les Sénégalais se sont battus pour donner le pouvoir au PASTEF pour un but précis. Alors, entendez-vous, asseyez-vous, entendez-vous. Il ne faudrait pas que ça dépasse. Parce que les autres sont là, hein, le camp de Macky Sall, ils sont là, ils sont encore là, très puissants. Ils peuvent s'organiser d'une manière ou d'une autre et, mine de rien, reprendre le pouvoir. Même si, eux, ils vont mettre du bâton sur les bâtons dans les roues. Il faut reconnaître que le Sénégal aussi, ce qui se passe aujourd'hui pour que le PASTEF vienne au pouvoir, ce n'était pas aussi du goût de certaines puissances. Mais alors si vous restez là à vous chamailler entre vous, les gens vont rester dans leur coin, ils vont mettre des bâtons dans le roue, ils vont vous détruire. Jean-Jean Agonou, sur la situation au Sénégal? D'abord, il faut dire que les Sénégalais, de nature, sont proches des Sahéliens, sont un peu proches des Sahéliens. Et donc, ça peut déterminer la nature de l'homme, du type d'homme qu'ils sont. Est-ce qu'ils sont moins violents dans leur position? Est-ce qu'ils sont paisibles et tout? Il faut retourner à cette origine-là peut-être pour expliquer certaines choses. Mais au Sénégal, il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs stratégiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Sonko a eu un problème, le pouvoir Macky Sall lui a créé des problèmes pour l'empêcher d'être président, il faut le dire. Sinon, il serait élu président directement, mais le pouvoir Macky Sall a utilisé des subterfuges pour l'empêcher d'être président. Et comme on l'a empêché d'être président, il a choisi en quelque sorte celui qui était son numéro 2 au niveau du parti. Mais comme je lui dis, 2 personnes, c'est toujours 2 individualités. C'est toujours 2 individualités et parfois ils ne sont pas conciliables. Mais ils n'ont pas analysé jusqu'à ce niveau-là parce qu'ils n'avaient pas le temps. Ils n'avaient pas le temps et donc il fallait trouver quelqu'un tout de suite pour parler à la situation. Donc Sonko a parlé avec Diomaye Faye et dit « Bon, mais c'est toi qui vas prendre. C'est toi que je trouve le mieux à pouvoir prendre. » Quand Diomaye Faye est devenu président, je pense que ce qu'il ne fallait pas faire, c'est de prendre Sonko comme Premier ministre. C'est savoir déjà, l'erreur était partie de là. Il ne fallait pas prendre Sonko comme Premier ministre parce que, qu'est-ce qu'il y a? Comme vous l'avez dit, le pouvoir a quelque chose d'atypique. Le président de la République, il est soumis à plusieurs pressions, Et si vous ne voulez pas suivre ces pressions-là, vous faites comme Traoré, et c'est comme ça qu'il s'appelle, je pense, le président Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Vous faites comme le président malien ou vous faites comme le président nigérien. Assimi Goïta. D'accord, Assimi Goïta, mais encore qu'on ne se départit jamais de cette puissance extérieure. D'accord? Et donc, mais quand vous venez au pouvoir, cette puissance extérieure la main de vous prendre tout de suite en otage. Parce que l'idée est restée plus révolutionnaire chez Sonko que chez Diomaye Faye. Or, Diomaye Faye a fait face à la réalité du pouvoir. Et donc, en ce moment, c'est le Premier ministre qui est celui qui est le patron du gouvernement. Et donc, c'est lui qui fait exécuter les programmes. Et Sonko a commencé par s'opposer à certaines décisions prises par le président de la République qui allaient peut-être parfois dans le sens des bailleurs, qui allaient parfois dans le sens des financiers sur le plan international. Et lui, il trouvait non, on va pas faire ça. Et donc, du coup,
président, premier ministre et le gouvernement, c'était devenu difficile à concilier les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, quand Sonko a quitté la primature pour rentrer, est-ce qu'il avait besoin de devenir président de l'Assemblée nationale? S'il devient président de l'Assemblée nationale, c'est qu'il devient l'opposant frontal de Diomaye Faye, le président de la République. Ce qui, forcément, ne les arrange pas les deux. Parce qu'il aurait fallu que quelqu'un soit plus sage entre les deux que l'autre. Et peut-être que Sonko aurait continué de laisser la présidence de l'Assemblée nationale gérée par l'autre et faire le président du parti qui est dans l'ombre et qui joue peut-être. Mais il n'a pas fait ça. C'est pourquoi je vous disais de voir l'homme sahélien un peu dans ça. Justement, et si on doit rester dans votre analyse, certains estiment que là, il est en train quand même de commettre certains faux pas lorsque certains commentent ainsi l'incident avec le député Abdougo qui a été expulsé de l'hémicycle par les forces de l'ordre. En fait, ce qui est dommage et qui ne va pas forcément arranger Diomaye Faye, c'est de penser que dans ces conditions-là, il se sépare de PASTEF et qu'il récupère les gens de Macky Sall. Ça, ce serait une erreur. Ce serait une erreur parce que ça ne va pas payer forcément dans longtemps. Parce que les gens de Macky Sall... Mais si quelque part, à un moment donné, ceux qui l'ont accompagné au pouvoir le refusent, il a besoin de soutien quand même. Lui-même, il a dit qu'il est toujours membre de PASTEF. Cela veut dire qu'ils peuvent toujours se retrouver et se parler. Parce que, vous savez, lorsque les deux sont arrivés comme ça, beaucoup d'analyses politiques prévoyaient cette situation-là pour dire que ça va cracher entre les deux. Et donc, quand les hommes vous regardent et ils attendent que ce qui... Est-ce que cette situation dont les gens faisaient des prévisions là n'était pas en lien avec le fait que Bassirou Diomaye Faye avait des difficultés à trouver le parrainage puisqu'il n'a pas été parrainé par les députés PASTEF? Je crois qu'il avait eu le parrainage citoyen à l'époque. Oui. Est-ce que déjà à ce niveau-là, le fait qu'il n'y ait pas une scène... Les députés PASTEF, au moment où de l'élection présidentielle, n'avaient pas encore la majorité au Parlement. D'accord? Et donc, ils avaient besoin du parrainage citoyen, parce que c'est ce qui se fait au Sénégal. C'est pas là le problème. C'est comment nous gérons le pouvoir. Est-ce que Sonko, comme je vous le disais, est-ce que Sonko avait besoin d'être Premier ministre? Parce qu'entre le Premier ministre et le président de la République, vraiment, il faut faire attention pour que ça ne crache pas. Surtout que si c'est le Premier ministre qui vous a fait président, il faut faire attention. Oui, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il faut reconnaître quand même qu'au départ, Sonko ne voulait pas être Premier ministre. Au départ, Sonko voulait aller à l'Assemblée. C'est le président Diomaye Faye qui l'a dit non. Et certains analystes disent même que, bon, voilà, ils l'ont conseillé de mettre Sonko à côté de lui pour mieux le maîtriser. Parce qu'à l'Assemblée, ça va être un peu difficile. Maintenant, il a dit que je veux aller de l'autre côté. L'autre dit non, il faut venir, on va rester ensemble. Maintenant, finalement, quand il quitte, il va à l'Assemblée nationale, comme l'a dit M. Anagonou, c'est clair. Quand il dit « je repars à l'Assemblée nationale, je suis président de l'Assemblée nationale c'est que carrément il a déclaré son opposition au président de la République. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas quand même des gestes maladroits? C'est-à-dire, on note quand même une volonté un désir irrésistible constant au niveau de Ousmane Sonko d'infantiliser Bassirou Diomaye Faye. Je vois encore cette image où il est en train de lui redresser la cravate publiquement. Parfois, dans les propos, on parle de petit frère Bassirou Diomaye Faye. Est-ce que ces propos-là, ces façons de faire, ces agissements ne sont pas de nature à désacraliser la fonction présidentielle qu'on vise et non Diomaye Faye? Oui, peut-être. Parce que Diomaye incarne une institution. Bien sûr, je pense que nous, dans notre culture, en tout cas au Bénin, d'accord. Dans la culture africaine, d'ailleurs. Dans la culture africaine, un président de la République, un chef, c'est un chef. Effectivement, j'ai écouté des discours, j'ai écouté des réactions par rapport au truc. Les gens ont eu même à enregistrer des conversations téléphoniques entre Diomaye Faye et Sonko, où Sonko est en train de remonter sur les bretelles à l'autre, tout ça. Moi, je ne trouve pas que ça, c'est bien. On pourrait éviter ça. Et ce qu'aujourd'hui, Diomaye Faye et Sonko sont en train de faire aujourd'hui, ils ont fait un travail formidable pour prendre le pouvoir. Mais ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas en train de rendre du service aux jeunes. Ils ne sont pas en train de rendre service aux jeunes. C'est comme si, bon, parce qu'arriver à un moment donné, tout n'est pas bon à dire sur la place publique. Par rapport aux députés du parti de PASTEF? Non, de Macky Sall, qui a réagi la dernière fois qui a été sorti. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Il y aura encore... d'autres scènes pareilles? Il y aura encore d'autres scènes pareilles parce que quand Sonko était député de l'opposition, il a donné du fil à retordre aux autres. Les autres vont vouloir répliquer. Tout ce que
je souhaite, c'est que le Sénégal ne tombe plus dans les violences qu'il avait connues, parce qu'il y a eu plus de 10 morts dans les manifestations. Je pense que Sonko va vouloir forcément être candidat. Je ne sais pas si l'autre va être plus sage pour ne pas l'empêcher de ne pas être candidat, parce que s'il l'empêche d'être candidat, le Sénégal va connaître encore des flambées de violence. Mais comme quoi, Georges Anagonu, pour conclure là, une chose est de conquérir le pouvoir, une autre réalité est de l'exercer. Oui, c'est justement ce que nous venons de dire. Et vous savez, même en matière d'amitié, le président Talon l'avait dit une fois, il faut dire quand vous êtes des amis et qu'on devient président, que pas, si vous ne savez pas faire, vous allez perdre vos amis. Il a dit ça. Et est-ce que le fait qu'on ait remonté le moral, la brutale et tout, parce que ce qui s'est passé, c'est que Sonko est resté dans l'idée première et n'a pas accepté que l'exercice du pouvoir puisse les amener à changer de vision qu'ils avaient au départ. C'est ça le vrai problème. Et Sonko reste celui qui garde. Mais moi, pour finir, j'ai suivi, j'ai lu un peu sur la réaction du président Wade lorsque ça s'est passé. Et que même Diomaye Faye est allé faire un discours élogieux à l'anniversaire de Wade. Quand Wade a dit non. Ce que Sonko fait, c'est que quand vous avez le pouvoir, il faut tout faire pour rester collé à votre peuple. Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes décollé. Mais est-ce que quelque part, le président Wade, qui a quand même exercé le pouvoir d'État, n'est pas... Vous savez, Georges Anagonu, nous sommes pratiquement à la fin. Parfois, les discours les plus populistes sont ceux qui sont en déphasage avec l'exercice réel du pouvoir d'État. Parce que gérer le pouvoir d'État, même lorsque vous êtes simple responsable de classe, parfois, prendre certaines décisions, c'est parfois très complexe. Oui, mais vous jouez avec ça aussi. C'est là où vous êtes grand homme d'État. Ça dit les deux. Ils devaient jouer avec ça et quand même maintenir. Parce que ce qui s'est passé, c'est comme si Sonko a dit, vas-y, tu prends un mandat et après je reviens. Et aujourd'hui, on peut soupçonner que Diomaye Faye est en train de voir qu'il faut qu'il continue. Moi, je veux dire une chose pour finir. La posture qu'il prend. Parce que si vous regardez le discours de ce député qui a été maltraité, si vous regardez son discours le lendemain, moi, je ne vois pas un membre de l'Assemblée nationale faire un discours pareil chez nous. Même au temps chaud, de traiter Sonko, qui est président, qui est dans le pays, en train de le traiter de cette manière-là. Moi, je ne nous vois pas en train de faire ça. Nous avons eu des parlements chauds, la première mandature, comme on le dit, mais ils ne sont pas allés à ce niveau-là. C'est pourquoi, au début, quand je voulais qu'on ait dit, regardez qui ils sont, c'est des gens un peu proches des Sahéliens, ils ont leur aptitude, ils ont quelque chose dans le sang, et c'est peut-être ça qui continue de couler. Ce qui va arriver, ce qui peut être bien, c'est qu'on puisse trouver des gens, même des chefs d'État ailleurs, mais pourquoi pas, quand le président revient à Ouaddaï, de parler aux médiations. Deux. Oui, voilà, de parler aux deux, de les conseiller. Quand même, c'était en parler, estime que c'est quand même période d'avance parce que le bouchon a été poussé quand même assez trop long. Merci à vous, Georges Anagonu, merci à Karim Gouni pour vos différentes analyses et commentaires. Chers amis internautes, c'est tout pour Info Hebdo de ce samedi matin. Merci pour l'attention. On se donne rendez-vous dans quelques heures pour Free Week. Et jusque-là, belle suite de programmes sur Esaü TV.